le journal ce soir, les images de cet hommage de la nation ivoirienne à Roger Fulgence Kassidi RFK, l'ex-animateur vedette de la RTI, est décédé il y a 26 ans de cela. L'on ira à Katiola où les populations éprouvent des difficultés à s'approvisionner en eau potable, puits et marigots sont souvent les seules options possibles. Plusieurs pays frappés ce vendredi par le terrorisme, la Tunisie, le Koweït et la France secoués. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Devoir de mémoire, mais aussi devoir de reconnaissance. Il aura marqué sa génération. Roger Fulgence Kassidi RFK a reçu ce vendredi à titre posthume l'hommage de la nation. L'ex-animateur vedette de la radiodiffusion télévision ivoirienne est décédé il y a de cela 26 ans. Nangélé, l'émission des jeunes Superstar Station et Tremplin qui devint plus tard Podium sont entre autres les émissions qui portaient sa griffe. Avec lui aujourd'hui, plusieurs anciens animateurs et hommes de médias ont été décorés pour services rendus à la nation ivoirienne. Les images dans nos prochaines éditions. Direction la région du Hambol, précisément la commune de Katiola, où les populations éprouvent des difficultés à s'approvisionner en eau potable. Puits et marigots sont souvent les seules options possibles. Une situation due à l'assèchement de l'usine de traitement d'eau de la ville. Reportage Soro Corona et Kader Sogodogo. L'eau, source de vie, est devenue une denrée très rare dans la commune de Katiola. Aucune goutte d'eau ne coule des robinets des ménages depuis plus d'un mois. Les femmes ont recours aux quelques puits de la ville et eau des surfaces. On comprend aisément qu'en cette période, à Katiola, la qualité de l'eau importe peu. Pour un dieu à Katiola, c'est très difficile. Une petite goutte d'eau, ça devient pas là maintenant. On ne sait même pas où avoir l'eau. Ce n'est pas de bonne eau. On est obligé de mettre du javel dedans pour pouvoir utiliser. Ici, là, on ne gagne pas l'eau, ça fait plus qu'un mois même. Donc, on s'en va puiser là, on se blesse. Les installations de la SODECI, construites depuis les années 70, ne répondent plus aux attentes des populations. Cette situation s'est aggravée cette année avec la longue saison sèche que connaît cette partie du pays. Pour pallier à cette sécheresse, à l'époque, les autorités ont pu intervenir auprès de l'ONEP qui a pu faire 2 forages. Et ces 2 forages ont supplié un peu le manque d'eau du barrage. Mais aujourd'hui, il est arrivé que tout est fini. Le barrage est tellement asséché et les 2 forages sont infonctionnels. La pénurie d'eau qui frappe la ville de Katiola affecte également le secteur économique. Les hôteliers voient leur chiffre d'affaires dégringoler de jour en jour. Chaque jour, il y a des plaintes. Chaque jour, nous sommes obligés de demander pardon et actuellement, le taux d'occupation a baissé parce qu'il n'y a pas de l'eau. Si ça n'arrête pas, nous sommes obligés de fermer les hôtels. En dépit des efforts déployés par l'Office national d'eau potable, ONEP, en ravitaillant les ménages en eau par le biais des citernes, la situation est loin de connaître une fin. Pour les autorités, la solution se trouve dans le raccordement de Katiola avec le réseau de Bouaké. Les techniciens nous ont dit que pour que Katiola ne connaisse plus de genre de pénurie, il faut absolument que Katiola soit connecté sur Bouaké. Nous demandons donc à l'État de Côte d'Ivoire de faire tout possible pour que le réseau de Katiola soit connecté sur Bouaké. Cette pénurie d'eau a fait naître de nouveaux comportements. Toutes les occasions sont donc bonnes pour prendre son bain. En attendant les prochaines pluies qui viendront soulager les foyers, les jours passent et se ressemblent pour les femmes de Katiola. C'était un récit de Charles Tatou. Des experts du domaine médical issus de 8 pays africains sont réunis à Abidjan. Ils disposent de 2 jours pour élaborer une stratégie de lutte contre le Noma. Le Noma est une maladie qui se développe dans la bouche et qui détruit à la fois les tissus mous et osseux du visage. La maladie est causée notamment par la malnutrition et le manque d'hygiène dentaire. Moussa Konaté. Le Noma est une affection de la bouche qui conduit souvent à des malformations au niveau du visage. Cette maladie touche presque exclusivement les enfants de 2 à 6 ans vivant dans les pays en développement et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest. Les experts africains décident donc de mutualiser leurs efforts en vue d'enrayer ces phénomènes. Raison de cet atelier qui s'est tenu ici à Abidjan et qui réunit 8 pays africains dont la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il s'agit pour MS Région Afrique de réunir les pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont exposés à la maladie.
pour leur permettre d'élaborer des plans de lutte contre le Noma axés sur l'action communautaire. Comment amener les agents que nous appelons les agents de santé communautaire, les relais communautaires, même les guérisseurs dans nos villages qui voient le plus souvent ces genres de maladies, à comprendre les phénomènes et à dépister ça tout et à les orienter le plus rapidement vers les centres de santé les plus proches. Notre pays, n'est-ce pas, bien sûr, n'est-ce pas, de l'expérience dans la lutte contre le Noma et nous sommes venus, bien sûr, n'est-ce pas, pour partager avec les autres. Cette action de lutte contre la maladie bénéficie du soutien financier de la fondation X Fiction contre le Noma. C'est une chance pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique d'avoir un tel rassemblement des principaux acteurs de la lutte contre le Noma. C'est aussi un problème qui concerne l'ignorance des familles. Donc c'est seulement à travers la sensibilisation de ces communautés qu'on pourra arriver à vaincre la maladie dans nos régions. Selon l'OMS, 140 000 personnes dans le monde sont atteintes de cette maladie et son taux de mortalité avoisine les 90%. La date du 26 juin marque la célébration de la Journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic des drogues. Occasion pour les ONG de réclamer plus de droits pour les usagers de drogue. C'est le plaidoyer fait par la plateforme des organisations de la société civile. Herman Niamien. Ce 26 juin marque la célébration de la Journée internationale de la lutte contre l'abus et le trafic des drogues. La plateforme des organisations de la société civile et des médias pour le plaidoyer en faveur des usagers de drogue en Côte d'Ivoire choisit ce moment pour inviter le gouvernement à s'inscrire dans la campagne mondiale « Soutenez, ne punissez pas ». À travers cette campagne, les initiateurs invitent le gouvernement à mettre fin à la guerre contre les usagers de drogue. Selon eux, cette guerre n'a ni réussi à réduire la demande ni la consommation de la drogue. Nos pays ont mis l'accent sur la répression qui pour nous ne donne pas le fruit escompté. Parce que quand on les punit, ils vont en prison, ils reviennent, ils deviennent encore plus durs en termes d'usagers, en termes d'utilisateurs de drogue. Et donc pour nous, il est important que l'accent soit mis sur le soutien, que ce soit psychologique, médical, pour leur permettre d'être resocialisés. Pour réussir cette campagne, la contribution des médias s'avère nécessaire. C'est pourquoi les initiateurs ont associé l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, URPCI. Une initiative à laquelle le président de l'URPCI adhère pleinement. Notre rôle, justement, sera de faire des productions sur le sujet. Ce sera de sensibiliser, ce sera justement de faire des productions non seulement en français, mais aussi et surtout dans les langues locales. Parce que je vous ai dit, dans les villages, il y a des consommateurs de drogue. Le trafic de drogue est une véritable industrie qui brasse des milliards, mais également qui ruine des vies. C'est pourquoi la guerre contre ce fléau doit être l'affaire de tous. Seulement en Côte d'Ivoire, pour cette année 2015, plus de 2 tonnes de drogue ont été saisies et des dizaines de fumoirs détruits. Le Fonds de prévoyance de la police nationale a tenu hier son assemblée générale ordinaire. La réunion a lieu un an après la prise de fonction des nouveaux responsables de la structure. Pargassoro connaît. Le 27 juillet 2000, le Fonds de prévoyance de la police nationale, FPPN, est une mutuelle de secours et de prévoyance sociale fondée pour aider et soutenir les policiers en difficulté. Depuis le 4 avril 2014, le Fonds de prévoyance de la police nationale a une nouvelle direction qui a entamé des réformes en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail des policiers. Les responsables de ce fonds ont organisé une assemblée générale ordinaire, objectif faire le bilan des activités. Il fallait faire ce bilan, s'arrêter, voir où nous en sommes et puis continuer la course. C'était important, nous avons pris le fonds dans une certaine situation. Il était important qu'on vienne dire aux délégués à quel stade nous sommes. Assemblée générale qui a vu la participation des administrateurs du fonds, des membres de la commission de surveillance et de contrôle et des délégués des services de police. La nouvelle structure qui a été mise en place se devait, après un an, de faire le bilan aux mutuelles que nous sommes, pour que nous puissions répercuter cela aux policiers à l'intérieur, surtout dans le territoire national. Ce bilan vient toujours après l'élection d'un nouveau PCA et d'un nouveau directeur général. C'est cette première AG qu'on est en train de faire ce jour. On va faire
le bilan des activités au plan financier, sur tous les plans en fait. Le directeur des cabinets adjoints chargé de la sécurité au ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, représentant le ministre d'État Ahmed Bakayoko, l'inspecteur général des services de police Diablé Joseph ont exhorté les mutualistes à plus de fraternité et de solidarité. Aujourd'hui, le Fonds de prévoyance de la police nationale a à son actif un siège, un hôpital et des terrains nus urbains. Le FPPN a également aidé plus de 2000 policiers à acquérir des biens immobiliers. Une page environnement, réduction des polluants organiques persistants. Quelles sont les actions déjà menées par l'État de Côte d'Ivoire dans le domaine? Plus de 30 journalistes formés pour mieux informer lecteurs et auditeurs sur le sujet. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation de la Convention de Stockholm. Herman Niamien. Le 23 mai 2001, en Suède, des représentants de différents pays du monde entier signaient la Convention de Stockholm relative à la réduction et à l'élimination des polluants organiques persistants dans tous les pays. La Côte d'Ivoire, comme les autres parties qui ont ratifié la Convention, a élaboré son plan national de mise en œuvre de cette Convention en 2006. À travers ce plan, elle a défini une matrice d'action afin de continuer de satisfaire aux obligations de la Convention qui comprend notamment l'actualisation de ce plan tous les 2 ans. La Convention de Stockholm dit simplement que c'est une loi internationale qui a été établie sur ces polluants afin de préserver la santé humaine et l'environnement des populations. À partir de ce moment-là, le pays qui a ratifié cette convention doit pouvoir mettre en place toutes ces obligations que la Convention demande. Il faut réduire, il faut éliminer tous ces polluants organiques persistants-là au fur et à mesure. La Côte d'Ivoire, qui a fait des efforts considérables en matière d'élimination des polluants organiques persistants, veut les vulgariser et inciter les populations à contribuer à l'élimination de ces polluants. D'où l'intérêt de cet atelier à l'intention des médias. Il vise à sensibiliser les journalistes sur les actions menées afin qu'ils sensibilisent à leur tour avec leur plume le grand public. Nous avons déjà mené la même action en direction des collectivités décentralisées. Et aujourd'hui, on va vers les médias. Car la vision d'aller vers les populations, c'est de sensibiliser l'ensemble du corps social en vue de faire passer tous les messages en termes d'atténuation, en termes de prévention des impacts négatifs de ces produits chimiques sur l'environnement et la santé humaine. Pour l'élaboration du plan national de mise en œuvre de cette convention, la Côte d'Ivoire bénéficie de l'appui technique et financier de l'ONUDI. Plusieurs pays frappés ce vendredi par le terrorisme. D'abord, en bref, un attentat en Somalie contre une base de la force militaire de l'Union africaine à Missom. Plusieurs morts non confirmés par l'Union africaine. La base du village de Lego, située au nord-est de Mogadiscio, tenue par des soldats burundais, a été visée par des islamistes Shebab. 2 autres attentats terroristes au Koweït et en Tunisie. En Tunisie, un étudiant a ouvert le feu sur la plage d'un hôtel à Sousse, faisant plus de 35 morts et 36 blessés. Au Koweït, c'est une mosquée chiite qui a été visée pendant la grande prière. Journée sanglante également au Koweït et en Tunisie. Au moins 25 morts et 202 blessés au Koweït dans une attaque contre une mosquée chiite à Koweït City. L'attentat a été revendiqué par le groupe ultra-radical sunnite État islamique. En Tunisie, 27 personnes sont mortes, dont des touristes étrangers. L'assaillant qui a été abattu a ouvert le feu dans un hôtel de Sousse, au sud de Tunis. Il s'agit d'un étudiant tunisien inconnu de la police. Et puis la France frappée également par un attentat dans une usine près de Lyon. L'attentat a fait un mort décapité et 2 blessés. L'auteur présumé de l'attaque, Yacine Sali, son épouse ainsi qu'au moins un second homme, ont été interpellés. Un mort décapité et 2 blessés dans un attentat terroriste en France. L'attaque a visé vendredi matin une usine de gaz industriel sensible à Saint-Quentin-Falavier, près de Lyon. Une voiture a foncé sur l'usine, provoquant une explosion. Peu après, la tête d'un chef d'entreprise local a été découverte accrochée à un grillage. Arrêté, l'auteur présumé était son employé. Il s'agit de Yacine Sali, 35 ans, connu des services de renseignement pour radicalisation. Après une réunion d'urgence à l'Elysée, à laquelle a participé François Hollande, revenu de Bruxelles, le président a annoncé que le plan Vigipirate était porté en alerte maximum pendant 3 jours dans la région Rhône-Alpes.
Afrique du Sud, près de 3 ans après le drame de Marikana où 34 mineurs ont été tués, le rapport d'enquête sur le massacre de la mine dévoilé. La police mise en cause dans ce rapport de 600 pages, mais pas seulement. Ce rapport produit par la commission d'enquête judiciaire pointe du doigt également le syndicat des mineurs à qui il est reproché les chants provocateurs et les déclarations incendiaires. On écoute le président sud-africain Jacob Zuma. Des croix blanches, là où 34 mineurs ont été abattus par la police sud-africaine le 16 août 2012 à Marikana. 76 autres ont été blessés. Ils participaient à une grève illégale à la mine de platine de Lonmin. Dans les jours précédents, 10 personnes avaient déjà perdu la vie dans des règlements de compte, dont 2 policiers tués à la machette. Mais 2 ans plus tard, les circonstances du massacre restent confuses. Ça fait 2 ans et on cherche toujours la vérité. Elle n'est toujours pas sortie. Aucun policier n'a été mis en prison. Nous avons fait de la prison, j'ai été en prison. Comme si... Alors vous l'avez remarqué, le massacre de la mine, au niveau du rapport d'enquête, tout a été dit. Le rapport fait 600 pages. Le rapport produit par la commission d'enquête judiciaire pointe du doigt le syndicat des mineurs à qui il est reproché les chants provocateurs et les déclarations incendiaires. La police est également mise en cause dans ce rapport. C'est ici que l'on referme ce journal. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.